Bonjour à tous et bienvenue au J3, ça y est, des conférences lancées par l'Observatoire de la sensibilité. Alors, bien évidemment, mes collègues précédentes et je suppose celles d'après referont un petit récapitulatif de ce que c'est et qui l'a créé, mais je me suis dit pourquoi pas le mettre. Donc, c'est créé par Saverio Tomasella, actuellement co-dirigé par Fanny Marais et Elodie Crépel. Donc ça se déroule du 8 au 16 janvier 2022. Il y aura 15 conférences gratuites avec 17 professionnels formés à l'Observatoire de la sensibilité. Et c'est diffusé sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. J'ai oublié de l'écrire, ce sera en replay. Alors, petite présentation rapide et vous pourrez revenir me demander si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails. Donc, mes différentes sphères professionnelles. Je suis coach de vie pour femmes au potentiel, praticienne en bilan de compétences. Je pratique depuis peu le test de douance. C'est Elodie Crépel qui m'a formée. Je suis formatrice de formateurs. Je pratique et j'adore l'ingénierie de formation. Et je viens de créer une formation pour devenir coach de vie professionnelle. Mon parcours rapide, vraiment très rapide, donc je suis située à Toulouse. Pour la petite aparté, donc je consulte au cabinet à Toulouse, sinon bien évidemment en visio. Voilà, tout est ouvert maintenant et je pense qu'on a à peu près tous l'habitude. J'ai été une professionnelle de la petite enfance durant 13 ans. Cela fait 3 ans que je suis à mon propre compte et j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une conférence sur les troubles du comportement alimentaire, donc c'est les TSA qui est ici, parce que j'ai été concernée et que ça m'intéressait d'en avoir un petit peu plus, entre guillemets, sous la dent, sans jeu de mots, bien entendu. Voilà, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé il y a quelques semaines, quelques mois, pour rechercher un éventuel lien entre l'hypersensibilité et les TCA. Je vais utiliser les TCA pour aller un petit peu plus vite, mais vous pourrez retrouver donc la petite légende, c'est les troubles du comportement alimentaire. On va commencer par l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est? Et je reprends tout simplement la définition qu'il se trouve sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. C'est une personne qui possède un degré de sensibilité permettant de saisir les choses avec subtilité et ce, de façon positive. Oui, ça peut être bien vécu, la sensibilité, la très haute sensibilité. Promis. Je vais vous donner quelques exemples de manifestations émotionnelles ou corporelles. Alors attention, et je le redirai de toute façon à la fin, c'est une liste non exhaustive. Pardon. Ça n'a pas pour but de se dire je rentre dans toutes les cases, donc c'est bon, je suis absolument concernée par l'hypersensibilité. Toutes les personnes sont différentes. Il n'y a pas de caractéristiques à cocher ou non. Voilà, c'est un ensemble qui a été observé. Donc, c'est être sensible aux perceptions sensorielles, tout ce qui est toucher, tout ce qui est étiquette sur la peau, les textures, les tissus, etc. Avoir la sensation de percevoir les émotions des autres comme une éponge, c'est tout simplement percevoir les autres, en fait, sans qu'il n'y ait de mots. Ressentir intensément les situations, un peu plus que la moyenne en tout cas, et peut-être également aussi avoir le besoin de le sortir, peu importe de quelle façon. Avoir le sens du détail, c'est faire attention aux mots employés. Euh, un mot peut faire toute la différence. C'est avoir de l'empathie, de la compassion, c'est être facilement anxieux ou débordé par des situations qui paraissent bien vécues par d'autres. C'est apprécier la beauté de choses quotidiennes, etc. J'ai mis vraiment que quelques points et attention, je le répète, c'est pas exhaustif, il n'y a rien à cocher. On n'est pas là pour mettre les gens dans des cases. Voilà. Donc, j'ai proposé pour ce soir un questionnaire que j'ai créé il y a quelques temps et c'est Saverio Tomasella qui m'a fait un retour pour le construire de façon plus fluide et surtout pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, je l'ai envoyé à 39 personnes volontaires
Je précise que ce questionnaire n'a aucun but médical, n'est en aucun cas une consultation. C'est absolument un intéressement comportemental. C'est parce que je l'ai vécu, tout ce qui nous touche souvent, ça nous intéresse chez les autres. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, je l'ai envoyé à 39 personnes. 24 personnes ont participé, dont 2 hommes, beaucoup plus de femmes. Voilà. 6 personnes m'ont dit: «Écoute, là, j'arrête parce que je ne peux pas en lire davantage, je ne veux pas l'affronter pour le moment. C'est pas possible pour moi, c'est trop difficile». Vous avez été 79 à savoir ce qu'est un TCA et 21 ne pas savoir avant de répondre ce questionnaire. En tout cas, pour le mot, pas forcément, ce que c'était, mais pour le mot. 92 à être des personnes hypersensibles et 8 quand même assez sensibles. J'ai créé un questionnaire en 2 parties. Donc la première partie, c'est: êtes-vous hypersensible? Avec l'accord de Saverio Thomas Sella, j'ai tout simplement repris le questionnaire qui avait déjà été créé et amélioré au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Tant qu'à faire, autant se resservir du travail qui a porté ses fruits. Et la deuxième partie que j'ai mis en place pour percevoir une dimension de la nourriture et des TCA dans le quotidien. Je me permets de revenir à maintenant, en fait, je vais tout simplement reprendre les questions, enfin, tout simplement, ça a été du travail, mais je vais reprendre les questions une par une et je vais rapporter les réponses sans nommer, bien évidemment, les personnes qui ont répondu, pour apporter quelques pistes de réflexion, peut-être sur soi, comment on peut le vivre, comment notre entourage peut le percevoir ou peut-être qu'on connaît quelqu'un qui est concerné. Et je le rappelle bien, hein, ce n'est pas médical, c'est simplement de l'intéressement de l'humain. Voilà, tout simplement. Donc, la première question, que représente la nourriture? Pour beaucoup, principalement, la réponse qui est ressortie, c'est du réconfort. Un peu de bonheur, simple de la vie, parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il a été envoyé en France, les personnes ont accès à la nourriture assez facilement. C'est quelque chose d'agréable, c'est un partage. Le mot doudou est souvent revenu également. C'est quelque chose qui permet de se rassurer, de se retrouver, etc. C'est un énorme plaisir culinaire. Je l'ai retrouvé un peu tout du long du questionnaire. C'est cuisiner, préparer, choisir les ingrédients. C'est aller faire les courses chez l'un ou chez l'autre, etc. Le temps de cuisine a été pour beaucoup d'entre vous quelque chose de vraiment très important. C'est une relation aussi compliquée car c'est manger ses émotions. Alors là, du coup, je l'ai eu directement. Je pense qu'on a directement la réponse. Est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et les troubles du comportement alimentaire? Eh bien oui, ce n'est pas une grande question non plus qui fait froid dans le dos. C'est quand même quelque chose d'assez connu, reconnu. Malheureusement, pas très souvent chez les médecins pour l'avoir connu, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est des pulsions principalement attirées par le sucré et ça engendre le sucré. C'est-à-dire que quelqu'un m'a répondu: plus je mange du sucré, plus je me sens mal, plus je culpabilise, mais plus j'en ai envie. Voilà, c'est un effet boule de neige. C'est un traumatisme de régime depuis l'enfance. C'est un carburant, ni plus ni moins, pour faire vivre le corps. Et j'ai eu aussi comme retour: sans nourriture, mon corps ne peut pas vivre, donc mon cerveau n'existerait pas. Voilà, c'est très, très sympa à lire. C'est la première médecine, notamment, prendre soin de ce qu'on ingère pour pouvoir vivre au mieux. C'est quelque chose qui permet de s'échapper et c'est une source de culpabilité. Alors, la deuxième question était: quel est le lien entretenu avec la nourriture? Alors, désolée pour mon débit de parole, il y a quand même pas mal de questions, donc le but étant de ne pas trop vous endormir. Comme ça, en replay, vous pourrez revenir dessus. Voilà, désolée. Et puis, voilà, c'est aussi un petit peu le stress, etc. Alors, quel est le lien entretenu avec la nourriture? Donc, principalement, ce qui est revenu, c'est l'expression de ses propres émotions. Euh, si je détaille un petit peu les réponses que j'ai pu avoir, c'est surtout pour les cacher, les émotions. Voilà, c'est pas forcément pour exprimer quelque chose, mais c'est vraiment du: ouh là, il y a trop de choses, donc hop, je vais manger pour canaliser un peu tout ça.
c'est le lien du partage. Ça revient énormément, même si la relation à la nourriture est conflictuelle parfois, souvent, de temps en temps. Le partage est quelque chose d'hyper important pour la plupart des personnes qui ont répondu. C'est vivre émotionnellement et physiologiquement. Voilà, ni plus ni moins. Ça peut être une source de stress et de culpabilité. Ça, je l'ai retrouvé tout du long et dès la première réponse. La nourriture est culpabilisant. C'est des pensées constantes. C'est se lever, penser à manger. On est sous la douche, on pense à manger. On est au boulot, on pense à manger. On est en train de manger, on pense à manger. Voilà. C'est vraiment obsédant et ça se transforme du coup en pulsion. C'est un énorme manque parce que l'addiction est très souvent ressortie comme ça, même si le mot n'est jamais mentionné. En tout cas, la pulsion, oui, le manque, oui, l'addiction, non. Peur du manque, que ce soit dans le frigo ou dans le corps, même si les personnes n'ont rien manqué. En tout cas, cette réponse-là, c'est quelqu'un qui n'a pas manqué dans son enfance. Mais voilà, cette idée de devoir manquer est ancrée. C'est se faire plaisir et écouter ses envies. C'est manger sans avoir faim. C'est jamais pouvoir ressentir cette sensation de remplissage, de satiété. Il faut remplir sans cesse. C'est également surtout pas d'industriel. On cuisine, on cuisine, on cuisine. Ça, c'est très souvent revenu. Ou alors, on achète ou on fait livrer des plats par des restaurateurs qui, eux, cuisinent également. C'est des grosses quantités ingérées, puis le regret, puis vient les flagellations intérieures par la suite. Et en même temps, c'est à la fois de l'amour et de la haine depuis l'adolescence. Alors, quel ressenti lorsque les participants qui ont répondu sont en train de manger? Principalement, c'est enfin un apaisement. Pour quelques personnes, c'est un apaisement qui va durer 1 minute parce que ça y est, on est en train de manger, on envoie un signal à notre cerveau qui nous dit: OK, c'est bon, là, t'arrêtes de te sentir en manque ou quoi que ce soit. Puis vient très rapidement la culpabilité. Tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe quand, t'avais pas besoin d'un gâteau, etc. Et pour faire taire ça, c'est aussi en manger un petit peu plus. Il y a le plaisir qui revient, les sens pardon, en ébullition, les papilles, tout ce qui est texture, tout ce qui est même touché avec les doigts, c'est la vue, c'est les odeurs. Alors quand c'est souhaité et pas des odeurs ou en tout cas, on y reviendra pour les choses désagréables. C'est un contrôle et une obligation de dire stop tout le temps, non-stop. Sinon, on commence. La personne a donc écrit je commence et je peux plus m'arrêter. Ne pas ressentir la satiété, ça c'est revenu très souvent également, qui pose donc du coup le schéma psychologique, je n'arrête pas de manger, donc je vais grossir, donc je ne serai pas aimée, donc voilà. C'est le remplissage et un énorme vide à la fois, comme on n'arrive pas à se sentir vraiment plein, ben, on a l'impression d'être toujours vide finalement, donc on mange, on mange, on mange. Plaisir de partager, la culpabilité de trop manger. C'est désagréable car très mauvaise digestion. Là, j'ai une personne qui m'a répondu avoir un syndrome du côlon, je crois, irritable. Voilà, donc c'est pas forcément très agréable. Et c'est un soulagement de remplir l'estomac, même si ça dure pas longtemps. Donc j'ai demandé aux personnes si elles étaient capables de ressentir la sensation de faim ou de satiété. Pour beaucoup, oui. Les personnes qui ont répondu oui, c'est parce qu'elles ont osé se faire accompagner à un moment donné dans leur vie par des professionnels pour les aider justement à passer l'étape, en tout cas. Et c'est des personnes qui mangent en totale pleine conscience. Et une toute petite partie qui ont répondu non par gourmandise et pulsion. Donc ça prend le dessus, notamment par le sucré. Le salé est très rarement revenu. L'état émotionnel comme la tristesse, l'anxiété sont générateurs de trop plein. Donc ça coupe la sensation de faim et de satiété. Ou alors ça l'exacerbe. Oh, je ne sais jamais avec ce mot, tant pis. Et c'est devoir finir l'assiette par éducation. On nous a souvent répété finis ton assiette, finis ton assiette. Donc on n'a plus faim, mais on finit l'assiette parce qu'on l'a appris comme ça, on ne gâche pas la nourriture.
J'ai demandé aux personnes si le repas était un plaisir. À mon grand étonnement, j'ai eu pas mal de non. Pas mal de non, parce que j'ai des personnes qui mangent seules. Donc du coup, il n'y a aucune subtilité, de préparer quelque chose, de faire plaisir à quelqu'un, de le partager et cetera. Pour les personnes qui ont dit non, c'est avoir peur de grossir, pardon. Le remplissage d'un vide affectif, c'est avoir cette conscience-là. C'est des parents qui m'ont raconté avoir l'estomac noué si les enfants ne mangent pas. Voilà, c'est, une source de stress et d'anxiété. C'est l'impossibilité de rester à table pas plus de 15 minutes, perte de temps. Voilà, j'ai eu ça, c'est vraiment une activité inutile. Et pour les personnes, j'ai eu des oui et non à la fois. Et j'ai eu des réponses de oui, donc si c'est partagé et lorsque les personnes arrivent à prendre le temps, de cuisiner. C'est, si la prise de repas également, peut se faire sur un temps assez long, je n'ai pas eu en termes de temps, mais quelque chose en tout cas pas pris, sur le pouce, pas rapidement, pas un sandwich, voilà. Si le cadre est beau, quand on sort, parce que les yeux, émoustillent aussi un petit peu ce qui se passe dans l'assiette. Et c'est, un énorme plaisir lorsqu'il y a des nouveaux goûts, des nouvelles textures, autre chose qui change du quotidien. Et si on mange, surtout, surtout lorsque l'on souhaite et ce qu'on veut. J'ai eu un entre-deux, la fin d'un repas devient culpabilisant car je ne me suis pas arrêtée à temps. Alors, j'ai demandé aux personnes si elles prenaient du temps pour cuisiner. Principalement, oui, pour créer justement ce lien quand c'est des parents, pour montrer l'exemple aux enfants. Oui, parce que c'est amusant, fun et parce que les personnes y tiennent pour leur propre santé, donc c'est minimum, j'ai tranché, avec mon 45 minutes, mais j'ai eu entre 20 minutes et 1 heure de préparation avant chaque repas et c'est aussi pour ne pas payer une livraison, parce qu'il y a des personnes qui habitent en ville et bah, c'est facile. Et non, car il y a plus intéressant, comme les projets pro, c'est uniquement, quand certaines personnes reçoivent à la maison. C'est pour, éviter, de chercher des idées. Donc quand il y a pas d'idées, c'est, hors de question, je n'ai pas envie de cuisiner. C'est une charge mentale de savoir quoi, de savoir, quand faire les courses, quoi acheter et cetera. Et j'ai une personne qui m'a dit: «Non» parce que c'est très facile de manger dehors depuis mon habitude de voyager, heu, parce que c'était aussi le mode de vie et que maintenant, bah, ça restait. Alors, le repas est-il une contrainte? Je vais démarrer par les oui qui sont majoritaires, parce que, il y a les repas de famille qui ne sont pas souvent, en tout cas les repas de famille qui ne sont pas choisis. Je ne parle pas de la sphère vraiment familiale parents-enfants. Là, c'était vraiment en plus sens large, quand c'est des gros repas à imposer, quand il y a, Pierre-Paul Jacques, quand il y a l'oncle que tu as jamais vu et cetera, parce que l'ambiance est difficile. On ne sait pas quoi se dire ou alors ils se disent n'importe quoi ou alors il s'y passe de la violence. Voilà, donc le repas, c'est pas un moment, fun fun. Pas assez de temps pour manger, donc forcément ça devient une contrainte ou passer trop de temps à table, c'est une activité inintéressante. C'est encore revenu. C'est trop de cuisiner, trop de faire les courses, trop de s'en préoccuper. C'est trop. Voilà. Donc forcément, passer à table, ça devient trop également et ça l'est uniquement s'il n'y a pas d'idée de menu. Ce n'est pas une contrainte si le repas est prêt ou pris dehors, si ça a été déjà cuisiné par quelqu'un d'autre aussi et rarement par, plaisir de confection et de partage et j'ai une personne qui me dit: «J'attends toujours le prochain repas avec impatience». Donc après, j'ai posé la question: «Est-ce que vous ressentez du dégoût visuel, au niveau de la texture, au niveau des odeurs?» J'ai beaucoup de personnes qui m'ont répondu par les tripes, par la viande, la cuisson de la viande, mais vraiment les tripes sont ressorties très, très souvent. Est-ce que c'était un souvenir d'enfance ou parce que quelqu'un en mange à la maison? Je ne sais pas et notamment par les êtres, vivants, qui alors j'ai eu, une personne qui m'a dit, hem: «J'imagine dans mon assiette la bête vivante, donc l'être vivant et dans mon assiette
Eh ben, en fait, c'est un cadavre. Donc, impossible pour moi, ça me tord l'estomac, c'est du dégoût au plus haut point. C'est quand, à un moment donné, quelqu'un a forcé à manger un aliment, donc forcément le dégoût et le souvenir d'avoir été forcé revient. Donc les textures, hein, je l'ai dit, hein, comme la viande crue, principalement crue, est très souvent ressortie. Le gras, le gluant, quelque chose voilà, qui ne se mange pas forcément avec appétit, pas pour tout le monde en tout cas. C'est des aliments qui refont penser une indigestion ou la cantine. Je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est le souvenir de la cantine avec certains aliments qui ne reviennent plus. C'est plus possible. Et par les autres sens, donc il y a beaucoup de dégoût des odeurs anisées, notamment par la cuisson des abats des tripes. Les tripes sont très, très, très souvent revenues. J'ai demandé aux personnes comment les TCA se manifestent-ils chez eux. C'est par beaucoup, beaucoup de personnes une envie de sucre, donc de passer à l'action de grignotage impulsif. Ça s'enchaîne. On n'arrête pas d'y penser, on en mange encore plus pour oublier, et ainsi de suite. C'est des périodes de stress et d'anxiété, de mal-être, pas mal d'ennuis également pour les personnes qui me disent, comme je suis célibataire, je m'ennuie, je ne sais pas à qui parler, alors je mange. Par compensation de pratiques de sport intensif, privation de repas. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont dit volontairement je jeûne. Donc j'ai marqué privation pour raccourcir, mais c'est un jeûne totalement volontaire, maîtrisé et fait régulièrement. Agréable, je ne sais pas, ça n'a pas été soulevé. Donc c'est également privation calorique très 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 bas. J'ai eu les deux en termes de privation de repas, c'est privé pour ne pas grossir, pour ne pas avoir cette impression de grossir en tout cas. J'ai une personne qui m'a dit ça se manifeste même dans mes cauchemars la nuit. Il y a des boulimies, hyperphagie, une ancienne anorexie. C'est également ressentir le besoin de devoir finir son assiette. Voilà, le côté éducation revient encore, même si on est seul. On ne jette pas, on termine. Ça se manifeste également par le besoin de contrôle qui est obsédant, de ne pas commencer le grignotage. C'est des pensées qui sont occupées que par ça, que par manger, manger, manger et certainement un peu plus par le sucre. C'est des femmes qui m'ont répondu lors du cycle menstruel, il faut manger, manger, manger pour combler parce que grosse faim, plus grosse faim en tout cas qu'à l'accoutumée, et manger par nuit, solitude. Est-ce que les personnes sont capables d'identifier lorsqu'elles sont en crise de troubles du comportement alimentaire sur le moment ou non? Alors apparemment oui, beaucoup le savent, sauf qu'elles sont incapables de le contrôler et passent à l'action en mangeant, en culpabilisant, même si c'est identifié et vient forcément après les ruminations. Je n'ai eu qu'un seul oui qui parvient à l'identifier et à le contrôler. Voilà, donc il ne passe pas à l'action. Comment parvenir à identifier que la relation à la nourriture sort d'une relation saine? Alors, grâce à divers accompagnements, j'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, je me suis fait accompagner par un tel, j'ai compris que j'avais certainement une relation un peu bizarre avec la nourriture, donc j'ai essayé tel, tel, tel accompagnement. Tout n'a pas marché, mais voilà, il y a des restes et une conscientisation, en tout cas, lorsqu'il y a passage au repas. Car y penser tout le temps n'est pas normal. Et là, c'est vraiment le côté obsédant qui va même jusqu'au cauchemar la nuit. C'est identifier que c'est pas très sain parce qu'on sait qu'on mange nos propres émotions. C'est physiquement faire le yo-yo, c'est être sans cesse sous le contrôle et c'est manger et ça devient, cette pulsion devient complètement inarrêtable. Voilà, c'est presque sortir de soi. J'ai eu cet apport de réponse. Et j'ai une personne qui m'a répondu, c'est ça lorsque c'est équilibré, déculpabilisant et partagé. Voilà. Donc, il y avait un petit peu de tout, mais principalement des personnes pour qui c'était pas facile, en tout cas, cette relation. La question suivante, ressentir de la culpabilité lorsqu'on mange, donc vraiment proprement parler au repas.
J'ai eu beaucoup d'ouïs, avec énormément de pensées d'autoflagellation et donc avec les guillemets, je vous mets des témoignages parce que ça me semblait assez percutant. «Tu pas bien ma pauvre fille, tu contente maintenant, tu te mets encore en situation de stress, pardon. Je ressens de la colère contre moi et du dégoût». J'ai eu ce retour-là sans vouloir au conjoint qui a terminé les restes et la personne qui a témoigné m'a dit: «J'y ai pensé toute la journée, pour manger ce reste et je reviens. Il n'y a plus rien. Je suis en colère contre lui et finalement je comprends, après la colère contre lui, qu'elle est en colère contre elle». C'est avoir envie de vomir mais ne passe pas à cette étape. Je n'ai pas eu un seul retour dans ce cas-là, mais c'est manger jusqu'à avoir, voilà, comme on dit, les dents du fond, qui flottent. C'est la culpabilité de se lever en secret pour manger, même si cette personne m'a dit: «On ne m'a jamais rien reproché à la maison». Mon conjoint, soit s'en aperçoit, s'en fiche, n'en parle pas et cetera, mais il n'y a jamais eu de reproche, mais elle-même s'en veut de se dire: «Je suis chez moi et je mange en secret». J'ai eu quelques non, car c'est réglé depuis quelque temps par des accompagnements. Il peut y avoir un peu de relents de culpabilité, mais ça passe assez vite. Voilà, ça revient moins souvent. Alors, est-ce que les personnes comblent quelque chose avec la nourriture? Donc principalement, sans étonnement, un vide émotionnel et affectif ou peut-être un déséquilibre. Ça apporte du réconfort, un soulagement, ça atténue un stress, un manque, un ennui. Ça peut créer du bonheur, mais c'est très succinct, voilà. C'est une fois qu'on commence à manger, comme je disais tout à l'heure, ça dure peu de temps et le cerveau commence à, dire: «Mais tu pas bien ma pauvre fille» et cetera. C'est un vide et un remplissage en même temps d'un manque d'un parent dans l'enfance. J'ai eu quelques fois ce retour. C'est une personne qui, témoigne d'une ancienne anorexie, dit à peu près, si je ne me trompe pas de bêtises sur l'âge, une vingtaine d'années, donc quand elle était ado et ça lui a permis de couper, en tout cas cette étape, même si ça lui a fait du mal, de couper le cordon ombilical avec sa propre mère. Combler la peur du manque et combler la relation aux parents, en général, qui ressort très souvent. Alors est-ce que la nourriture permet d'oublier quelque chose? Principalement, apparemment non. Permet simplement, de déconnecter. Comme quelqu'un qui a une activité manuelle, j'ai eu ce retour, de l'exemple d'une poterie. Quelqu'un qui va fabriquer un objet en poterie, va déconnecter pendant le façonnage, se faire du bien, prendre plaisir et cetera, sans penser à rien d'autre. Et ben, en fait, le retour de cet aspect, nourriture, revient à la même chose qu'une activité. Et est-ce que la nourriture permet d'oublier quelque chose? Uniquement sur le moment, parce qu'après vient tout le reste à l'intérieur. C'est un trop-plein, c'est pour oublier les soucis de la journée, c'est une charge mentale au quotidien. C'est pour pas affronter les problèmes de couple. J'ai une personne qui a témoigné, et pour certainement arriver à la séparation. Voilà, donc c'est, pour peut-être équilibrer à un moment donné. Et ça permet d'oublier. J'ai eu ce retour, quelques fois quand même lorsque, la personne mange devant un écran, elle mange sans s'en apercevoir et donc mange un petit peu plus que, satiété. Alors, est-ce que se sentir déconnecté de soi ou de son environnement pendant un trouble du comportement alimentaire? On peut avoir un détachement, de soi et j'ai eu des retours, assez significatifs dans ce sens-là. C'est les émotions qui parlent. C'est, n'avoir aucun souvenir des goûts, tellement déconnecté de soi-même. Voilà, le goût n'a même pas percuté. C'est clairement tête et corps séparés. Là, je l'ai eu vraiment textuellement, les 2 séparés. C'est être en mode automatique tant que la plaquette de chocolat n'est pas terminée. Alors j'ai eu cet exemple de plaquette de chocolat, mais je suppose que, peu importe ce que c'est, gâteau et cetera, il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai une personne qui m'a dit: «C'est exactement comme si je me voyais de l'extérieur, du coup je ne peux agir sur rien du tout». La question suivante, est-ce que les participants, sont d'une famille aisée ou précaire? Alors principalement entre les 2. Des personnes qui ont manqué de rien, sans être forcément dans un grand luxe, dans le trop.
minoritairement aisées, ces personnes-là bénéficiaient de leur retour de produits variés, très souvent, et beaucoup de frais. Et du coup, avaient l'exemple de cuisiner à la maison, etc. C'était vraiment une habitude familiale. Principalement classe moyenne, une famille de classe moyenne qui revient beaucoup. Dans cette classe moyenne revient très souvent la présence de l'alcool à chaque repas. Vraiment, c'est apparemment très important. Et c'est des classes moyennes qui doivent absolument calculer le budget courses, car trop riches pour toucher des aides et voilà, un petit dysfonctionnement social. Et quelques très familles précaires qui avaient des interdits bancaires, donc c'était très compliqué, qui allaient donc aux banques alimentaires et s'est retrouvée à manger plusieurs fois. Donc j'ai eu l'exemple des pommes de terre, qui mangeaient des pommes de terre très longtemps à tous les repas, et c'est revenu très souvent. Les courses étaient effectuées. Alors je me suis vraiment fixée dans l'enfance parce qu'aujourd'hui on a vraiment des modes de consommation différents, des ressources différentes, etc. Peut-être plus d'accès à plein de choses. Voilà. Donc vraiment dans l'enfance des personnes qui m'ont répondu, donc principalement en grande surface, un tout petit peu en discount. Et puis, parce que j'ai eu ce retour en discount, fallait pas trop le dire, fallait pas trop se montrer, fallait pas trop croiser les voisins. Voilà, c'est pas évident de le dire. Et j'ai eu une seule personne qui m'a répondu, comme je vivais à la ferme, je pouvais donc directement me fournir sur place. Enfin, la famille pouvait se fournir sur place. Et il y avait cette vision d'aller chercher le reste aux autres producteurs du coin. Voilà. Alors, cette question, je me suis permise de mettre des témoignages parce que je trouve ça assez percutant. Est-ce qu'on a forcé les participants à terminer leur assiette lorsqu'ils étaient enfants? Alors, principalement oui. Des personnes me disent j'ai eu peu de trauma, mais avec des témoignages quand même assez cinglants. J'ai eu deux retours. Des parents qui me disent oui, on m'a forcé à finir les assiettes, j'en garde pas un très bon souvenir, cependant je reproduis la même chose avec mes enfants. Et j'ai d'autres parents qui m'ont dit comme je l'ai connu, il n'est absolument hors de question que je reproduise ça avec mes propres enfants. Et quelques témoignages qui m'ont dit c'était un vrai cauchemar. Et donc là, je me permets de vous le lire. Toute petite, il paraît que je gardais la viande mâchée dans ma bouche pendant le dessert pour abréger les choses et faire croire que j'avais bien tout mangé. Si je finissais pas, je devais le finir au prochain repas. Et si je ne mangeais pas, c'était encore au prochain repas, ainsi de suite. C'était on cuisine, on mange, on jette pas. Un autre témoignage, oui, en me faisant culpabiliser, certains enfants morts de faim. J'en rigole parce que je l'ai entendu aussi. Et oui, c'est finir son assiette, sinon t'as pas de dessert. Le petit chantage. On arrive bientôt à la fin des questions. Est-ce que la nourriture est un moyen de compenser un comportement? Principalement, j'ai eu la réponse non. Plutôt de l'inconscience collective des grands-parents ou de la famille en tout cas, parce que vécu des moments donc, comme la guerre, donc très difficile au niveau des denrées bien évidemment, et des personnes qui n'avaient pas ou peu d'argent. Donc en gros, il fallait vraiment tout finir, pas de gâchis, on n'achète rien en surplus, voilà, c'était vraiment géré au mieux. Donc il y a l'inconscient qui reste encore. Et j'ai des témoignages personne qui m'a dit, lorsque j'étais enfant, je m'en servais comme chantage affectif avec ma mère. Elle lui disait, j'accepte de manger si tu en prends la moitié avec moi. Donc cette personne était apparemment ce qu'on appelle un petit pois, qui mangeait très peu, à supposer finalement que les parents étaient inquiets de voir leur enfant si peu manger. Donc voilà, un chantage amène à un autre chantage, etc. Il n'y a pas aucun jugement, je fais juste de retranscrire les témoignages. J'ai eu le retour, donc mange et arrête de rêver, voilà, pour forcer à terminer l'assiette. Un autre témoignage totalement, car cela me permettait de compenser le fait de ne pas exprimer mes émotions. Je devais être sage, une gentille petite fille, pas faire de vagues, plaire aux autres, m'adapter encore et toujours.
Et quelqu'un d'autre qui m'a dit: «Je trouvais le moyen de m'affirmer car mes émotions n'étaient pas écoutées et je pouvais donc choisir tout ce que je souhaitais à manger». Donc voilà, le retour passait par là. J'ai demandé si les personnes avant ma question, les personnes ont largement répondu, si elles avaient eu recours à un professionnel pour les accompagner. Donc principalement oui. Tout n'a pas marché. Hem, oh là là, je me rends compte qu'il y a des fautes. Bon, tant pis. Notamment par, retour de psy, heu, très peu marché. En gros, c'était, pointé, on savait d'où ça venait, mais c'était pas, mis en action pour pouvoir passer au-dessus. C'est le retour que j'ai eu encore une fois. Par nutritionniste, cette personne me dit: «Oui, on a tout rééquilibré et pas forcément que dans l'assiette», donc c'est encore quelque chose que je garde, même si je peux encore avoir quelques pulsions, voilà, j'ai cette, conscience de manger, mieux, heu et cuisiner. Donc endocrino, et des médecines alternatives comme l'hypnose, le magnétisme, un énergéticien, un coaching. Hey coucou, c'est moi qui ai coaché la personne qui a répondu. Kinésio, naturopathe, retour de naturopathe apparemment, bah, sans retour. Ça n'a pas été axé sur ça, en tout cas, sur les troubles du comportement alimentaire, mais il y avait peut-être quelque chose d'autre aussi à régler avant d'arriver aux troubles du comportement alimentaire. Et j'ai eu quelques retours je ne souhaite pas aller voir des professionnels parce que ça veut dire qu'il va falloir que je me confronte à ça. Ce n'est pas le moment, je n'ai pas envie, ça me fait peur. Je préfère être dans le déni. Voilà, j'ai vraiment eu ce témoignage. Je préfère être dans le déni. Il me semble qu'on arrive à la dernière question. J'ai demandé si les personnes souhaitaient rajouter quelque chose. Bah, finalement, en fait, j'ai repris à peu près toutes les réponses. J'ai une personne qui m'a dit: «Choc traumatique il y a 25 ans, suite à une rupture amoureuse. Donc, elle a fait une anorexie mentale. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois et depuis, forcément, ça a eu des répercussions, sur la santé, psychique, corporelle. Une autre personne qui me dit: «Aujourd'hui, grâce aux divers accompagnements, je suis plus sereine et déculpabilise beaucoup plus. La nourriture me permet de vivre et c'est OK pour moi». Cool. On m'a dit un questionnaire qui fait réfléchir. Ça rebondit aussi sur le fait que certaines personnes m'ont dit: «Non, là, je ne réponds pas. Je m'étais portée volontaire, mais c'est pas possible pour moi». Heu, j'ai une question, un régime depuis toujours, on en parle? Effectivement, pas facile. Difficulté de changer ce comportement même en ayant été accompagnée. Quelqu'un a soulevé et évidemment je ne pouvais pas tout traiter, mais pour moi ça me paraît tellement évident. Souligner l'importance de la relation à son propre corps, à la confiance en soi, à l'image que l'on peut, s'octroyer ou non. Quelle place on prend aussi, voilà, tout intérieur, au-delà de simplement le rapport à la nourriture. Ça aurait été passionnant de partir par là, mais là j'aurais dû faire justement un questionnaire de à peu près, 800 questions, c'était pas possible. Une personne qui m'a dit: «Mon corps n'est qu'un instrument pour continuer à mon cerveau de fonctionner». Punchline. Une personne qui m'a dit: «J'ai pris le contre-pied en tant que maman. À l'inverse de ce que j'ai connu, je ne force jamais mon enfant. Je ne fais pas de chantage avec la nourriture. Je ne l'oblige pas à manger un repas. Si par exemple on a eu des invités, qu'il a grignoté des biscuits apéro, voilà, c'est s'il a plus faim, il a plus faim». Voilà, la parole est à vous et c'est chouette de pouvoir, le mettre ici. Je vais mettre le questionnaire à disposition. Je rappelle bien, c'est simplement pour réfléchir sur soi. Ça n'a aucun but médical, ça n'a aucun, but de diagnostic et cetera. Voilà, c'est juste que ça me tenait à cœur. Merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions, après, si vous le regardez en replay, je viendrai répondre, sauf si c'est des questions, comment dirais-je?
médicale, là, je n'ai aucune compétence. On peut parler de confiance en soi si vous voulez, de réappropriation de ses besoins et de ses valeurs, mais voilà, ce c'est pas mon champ, le médical. Et puis, donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux et belle semaine à tous. J'ai un peu raté la fin. Belle semaine à tous de l'observation de votre hypersensibilité et j'espère que vous allez vous régaler. À bientôt!